Chère Flufféméridienne, chers Flufféméridiens, bonjour. La Journée mondiale de prévention du suicide, instaurée en 2003 par l'Association internationale pour la prévention du suicide et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, a pour objectif de sensibiliser au mal-être psychologique, de briser les tabous et de rappeler que parler et écouter peuvent sauver des vies. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quand vous êtes fatigué, stressé ou triste, que faites-vous? Parlez-vous avec quelqu'un? Avez-vous un ami qui écoute bien? Cette première question invite à réfléchir à ses habitudes quand on ne va pas bien. Les réponses peuvent mentionner des activités simples comme écouter de la musique, regarder un film, faire du sport, se reposer ou discuter avec une personne de confiance. L'important est de montrer que parler ou partager ses émotions peut aider à se sentir mieux. Deuxième question. Comment pouvez-vous aider un ami qui ne va pas bien? Que lui dites-vous? Ici, il s'agit d'imaginer un comportement de soutien. On peut dire qu'on écoute son ami, qu'on lui parle avec gentillesse et qu'on lui propose une activité pour qu'il ne reste pas seul. Une réponse développée peut aussi souligner que le plus important n'est pas toujours de donner des conseils, mais simplement d'être présent. Troisième question. Est-il important de parler quand on ne va pas bien? La question pousse à exprimer un avis personnel. Les élèves peuvent dire que parler est très important pour se sentir accompagné et trouver de l'aide. On peut conclure que garder tout pour soi rend les choses plus difficiles, alors que partager son mal-être permet de commencer à aller mieux. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels sont les signes qui pourraient indiquer qu'un ami a besoin d'aide? La réponse peut s'organiser en deux temps. D'abord, on peut évoquer des signes visibles. Tristesse persistante, isolement, changement de comportement, manque d'énergie. Ensuite, on peut parler de signaux plus subtils, comme une perte d'intérêt pour les activités habituelles ou des propos inquiétants. La réponse attendue doit montrer que reconnaître ces signes permet d'intervenir plus rapidement. Deuxième question. Pourquoi certaines personnes ont du mal à exprimer leurs émotions ou n'aiment pas parler quand elles ne vont pas bien? Que peut-on faire pour les aider? Cette question invite à analyser les obstacles. On peut dire que certaines personnes ont peur du jugement. Elles pensent qu'on va se moquer d'elles ou les critiquer. D'autres croient que leurs problèmes ne sont pas assez importants et elles préfèrent donc se taire. Enfin, il y a aussi des personnes qui ont appris à cacher leurs émotions dans leur famille ou à cause de leur éducation. Pour les aider, il est important de créer un climat de confiance, par exemple à l'école, au travail ou avec les amis. On peut aussi montrer une écoute bienveillante, sans juger ni interrompre.
Enfin, il faut rappeler qu'il est normal de demander de l'aide et que tout le monde a parfois besoin de soutien. Troisième question. Quelles actions concrètes peuvent être mises en place dans les écoles ou les entreprises pour créer une ambiance plus bienveillante et aider les personnes en détresse? On peut d'abord parler de la mise en place de cellules d'écoute ou de conseillers psychologiques afin que chacun dispose d'un espace sûr pour parler de ses difficultés et trouver du soutien professionnel. Ensuite, il est utile de proposer des ateliers de sensibilisation pour apprendre à reconnaître les signes de souffrance chez soi et chez les autres. Par exemple, des séances sur la gestion du stress, des campagnes de prévention contre le harcèlement ou des formations aux premiers secours en santé mentale. Enfin, il est essentiel d'encourager un climat général de respect et de dialogue où chacun se sent écouté sans jugement. Cela passe par une valorisation des initiatives positives, une communication ouverte entre élèves ou salariés et la promotion de valeurs comme l'empathie et la solidarité. La réponse doit être structurée en plusieurs mesures pratiques et réalistes. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Pourquoi la souffrance psychologique reste-t-elle souvent un tabou dans nos sociétés malgré les campagnes de sensibilisation? On peut dire que la santé mentale reste associée à une forme de faiblesse et que de nombreuses personnes craignent d'être jugées si elles expriment leurs difficultés. Malgré les campagnes, les préjugés persistent. On valorise la performance et la réussite, et l'aveu de souffrance semble aller à l'encontre de ces valeurs. Une réponse développée peut conclure que le tabou s'affaiblit peu à peu, mais qu'il faut encore du temps et une évolution culturelle pour changer réellement les mentalités. Deuxième question. Dans quelle mesure l'école et le travail devraient-ils jouer un rôle dans la prévention du mal-être mental? Il s'agit ici de réfléchir aux responsabilités institutionnelles. L'école peut apprendre aux enfants à exprimer leurs émotions à travers des activités adaptées, comme des ateliers de discussion, des projets artistiques ou encore des exercices de coopération, et à développer des compétences sociales en valorisant l'entraide, en encourageant le travail en groupe et en intégrant des programmes de prévention contre le harcèlement scolaire. Dans le monde du travail, la responsabilité passe par la mise en place de conditions favorables au bien-être. Horaires raisonnables, prévention du stress, espace de dialogue entre salariés et direction. La reconnaissance des efforts, par exemple à travers une valorisation du travail accompli ou des formations, joue également un rôle important pour réduire le sentiment d'isolement. On pourrait conclure que les deux institutions partagent une responsabilité commune, créer un environnement où la santé mentale devrait être prise au sérieux et non ignorée. Troisième question. Peut-on considérer les réseaux sociaux comme un espace d'expression et d'aide pour les jeunes en souffrance, ou au contraire comme un facteur de pression supplémentaire et d'isolement? Cette dernière question ouvre un débat complexe.
D'un côté, les réseaux sociaux offrent la possibilité de partager ses émotions de manière immédiate et de se sentir écouté. Ils permettent aussi de rejoindre des communautés de soutien où l'on rencontre d'autres personnes vivant des situations similaires, ce qui peut contribuer à briser l'isolement et à renforcer le sentiment d'appartenance. De l'autre, ces mêmes espaces génèrent de nouvelles formes de pression. La comparaison permanente avec des vies idéalisées peut créer un sentiment d'infériorité. Le harcèlement en ligne, souvent anonyme, fragilise encore davantage les plus vulnérables. Enfin, la recherche constante de validation à travers les likes ou les commentaires peut devenir une source d'angoisse plutôt qu'un soutien. Une réponse approfondie doit donc mettre en évidence cette double dimension et conclure que les réseaux sociaux ne sont ni totalement positifs ni totalement négatifs. Tout dépend de la manière dont on les utilise et de l'accompagnement proposé. Prochain arrêt. La vie est un zigzag qui devient rude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.